On m'a demandé de vous parler en une dizaine de minutes, je crois, des révolutions arabes jusqu'à la chute de Barouz. Donc, je vais essayer de le faire. Comme vous le savez, ce séminaire non seulement suit, mais précède l'actualité, puisqu'il fallait qu'il y ait une conclusion pour cette séance. Et donc, la coalition kurde et occidentale a détruit le réduit de Barouz, ce qui nous permet d'avoir une conclusion pour la séance de ce soir. La semaine dernière, effectivement, le dernier réduit de l'État islamique est tombé. À la stupéfaction de beaucoup, il y avait des milliers et des milliers de personnes dans des trous sous la tente, sous la terre, qui s'étaient repliés de Raqqa et, pour l'essentiel, et de Mossoul, et qui avaient continué jusqu'au bout cette espèce de lutte à la fois fanatique, mais aussi qui était habitée par une espèce de sentiment post-millénariste. Les gens de Daesh, contrairement à ceux d'Al-Qaïda dont on a parlé, de ISIS, comme on dit en italien, ou ISIS, étaient convaincus que finalement, ils avaient établi le royaume d'Allah sur la terre. C'était Raqqa et Mossoul. Et c'est pour ça qu'ils s'y livraient à ces décapitations, à toutes sortes de choses qui avaient pour but de transformer le monde sur lequel ils régnaient pour le rendre aussi ressemblant à leur fantasme de ce que devait être la société islamique parfaite. Ils étaient déjà dedans. Comme dans la psychanalyse, vous savez, on a la psychanalyse lacanienne, cette expression assez frappante, « je t'aime, mais parce que j'aime en toi plus que toi l'objet qu'il appelle l'objet petit a, c'est-à-dire l'objet de mon amour, je te mutile ». Et alors peut-être que cette comparaison entre la psychanalyse lacanienne et le djihadisme vous semblera saugrenue, mais elle ne l'est pas parce que, au fond, Daesh mutilait la société pour la faire ressembler à l'objet de son fantasme. On tuait tous les infidèles, tous les mécréants, tous les tièdes, tous les apostats, etc. Mais ce faisant, on allait dans une sorte de suicide. Et il n'y avait pas de raison quand on a perdu Raqqa, on était convaincu que parce qu'on n'avait plus à Dieu, on s'était conformé, on avait même anticipé toute sa volonté telle qu'il la pensait, finalement celui-ci viendrait sauver les purs dans le réduit de Barouz. Et il y aurait un miracle, les avions de la coalition tomberaient comme des mouches, les Kurdes auraient une épidémie, je ne sais pas. Et ça, c'est très frappant, et on le sent d'ailleurs dans un certain nombre d'entretiens qui ont été recueillis avec les femmes, dont des femmes françaises et autres, Jacqueline Dupont, convertie à l'islam, qui a 4 ou 5 enfants de 5 maris différents, tous ayant été tués au djihad. Dès qu'on avait vérifié qu'elle n'était pas enceinte, on la mariait de nouveau. Elle était engrossée, il mourait, on la remariait de nouveau, etc. Dans une chose très curieuse où se mélangeait la pudibonderie islamique la plus radicale et le nomadisme sexuel postmoderne, si vous voulez. Quelque chose de tout à fait étonnant dont on n'a pas encore tiré véritablement la leçon, bien sûr. Et donc ça, c'est un moment transformateur très important que nous venons de vivre, puisque bien sûr, l'État islamique n'a désormais plus de territoire concret, mais il est toujours présent dans un certain nombre de mentalités. Et mes étudiants qui sont en prison, enfin qui vont en prison pour étudier, pas qu'ils soient envoyés en prison comme criminels, qui ont fait des entretiens avec les djihadistes, sont très frappés par le maintien de cette croyance post-millénariste. Alors, ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que, au fond, la destruction finale de Daesh à Barouz
cette petite bourgade de l'Est syrien, dans un repli de l'Euphrate, tout près de la frontière irakienne, c'est quelque chose qui est l'aboutissement monstrueux et complètement imprévisible à l'époque des soulèvements arabes. Ce qu'on a appelé ces printemps arabes, ou ces soulèvements, ces révolutions arabes finissent aujourd'hui avec le printemps. Là, c'est la fin de Daesh, si vous voulez, cette année, en 2019, 8 ans plus tard. Qui aurait imaginé que ces jeunes gens qui défilaient pacifiquement en t-shirt et qui réclamaient la démocratie en Égypte, en Syrie, en Tunisie, en Libye, etc., que l'aboutissement ultime, monstrueux, dans une certaine mesure de cela, ce serait Barouz, 8 ans plus tard. Comment est-ce que ça s'est construit? Alors, je vais essayer, puisqu'on a déjà beaucoup parlé du djihadisme, je ne vais pas revenir là-dessus, mais de voir comment, au fond, les soulèvements arabes ont fourni une forme de déstabilisation de ces sociétés qui, par-delà l'apparence, c'est-à-dire au fond d'une espèce de Woodstock ou de mai 68 qui se produirait sur les bords du Nil ou du Golfe, a été assez rapidement récupéré par des forces beaucoup plus profondes et surtout a permis le développement de ce que j'ai appelé la dernière fois le djihadisme de troisième génération, vous vous en souvenez, ce djihadisme en réseau qui tire profit de la désagrégation des États pour se diffuser. Alors, donc, Fédé vous l'a rappelé, il y a deux grands types de soulèvements qui se produisent dans le monde arabe vers l'hiver, printemps 2011, surtout en fait dans l'hiver que ça se produit. Les premiers, les trois qui sont sur le littoral nord-africain, en Tunisie, en Égypte et en Libye, dans l'ordre chronologique, se produisent dans des États qui sont à très grande majorité sunnite et arabe. Il y a quelques berbères en Tunisie et en Libye, mais ils n'ont pas de très grande importance politique. Il y a des Coptes, des chrétiens en Égypte, 8 à 10%. Alors quand le pays fait 100 millions d'habitants, évidemment, ça fait 8 à 10 millions de Coptes, ce n'est pas nul, mais ils n'ont pas de pouvoir politique direct. Et il n'y a pas de chiites dans ces pays, ou très très peu. Et donc, il ne va y avoir ni de fracture confessionnelle, ni de fracture régionale importante basée sur la religion qui va entraver la chute du despote. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi vont être dégagés, comme on a dit en Tunisie. Et de manière différente, l'un est envoyé en exil, l'autre en prison d'où il est ressorti aujourd'hui, et le troisième est assassiné, tué. Mais l'ancien régime, enfin le symbole de l'ancien régime est évacué. Dans les trois autres pays où des soulèvements ont lieu, le Bahreïn, le Yémen et la Syrie, on aura un autre phénomène parce que ce sont des pays qui sont très profondément clivés entre chiites et sunnites. Au Bahreïn, où la majorité de la population est sunnite, mais où le gouvernement... Pardon, excusez-moi. Au Bahreïn, où la majorité de la population est chiite, environ 70%, mais où le gouvernement est sunnite, les manifestations qui se déroulent sur le modèle de ce qu'il y a en Égypte sont très vite étouffées, avortées
par une intervention militaire des pays sunnites du Conseil de coopération du Golfe, qui traverse le pont qui rejoint l'Arabie saoudite et le Bahreïn et qui écrase le soulèvement dès le mois de mars 2011. Donc on n'en parle plus. Au Yémen, où la différence politique entre les Zaïdites, qui sont une forme de chiisme mais très atténuée, et les Chaféites, qui sont des sunnites extrêmement ouverts, qui d'ailleurs ils priaient dans les mêmes mosquées. Cette différence est prise en otage des conflits entre sunnites et chiites dans la région, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et va dégénérer en une guerre civile qui est à la fois confessionnelle et tribale. Et en Syrie, où c'est le contraire, c'est-à-dire où on a une minorité chiite ou liée au chiisme qui gouverne, les alaouites qui ont le pouvoir, à laquelle appartient la famille Assad, mais où la majorité de la population est sunnite. Donc là, on va avoir au contraire une prise en otage du pouvoir par une prise en otage du soulèvement par les enjeux de la région, avec interférence de l'Iran, qui va soutenir le régime de Bachar el-Assad, et avec le Hezbollah libanais notamment, qui, au lieu de combattre Israël comme il le fait traditionnellement, vient en Syrie combattre aux côtés du régime Bachar el-Assad, et avec des supplétifs chiites, irakiens, pakistanais, afghans et autres. Et de l'autre côté, les États sunnites de la péninsule arabique, Qatar, Koweït, Arabie saoudite, etc., Bahreïn, vont envoyer de l'argent et des combattants du djihadiste et beaucoup d'argent pour soutenir un djihad sunnite, bien sûr contre le régime d'Assad, mais aussi contre l'Iran, puisque le régime d'Assad et l'Iran sont alliés. Et vous aurez cette fracture entre ce qu'on a appelé un croissant chiite, c'est-à-dire les pays à la tête desquels se trouve Téhéran, qui comporte l'Irak, majoritairement chiite, le Liban, où la plus grosse communauté sont les chiites aujourd'hui, surtout à Beyrouth Sud, et puis le régime syrien minoritaire, mais néanmoins qui contrôle le pouvoir, face à un bloc sunnite avec les pays de la péninsule arabique, l'Égypte et autres, mais la Turquie, mais dont on va voir qu'il va se fracturer. Alors, donc au départ, on a ces revendications qui ont l'air très semblables, qui sont pour la démocratie, pour la liberté et autres, mais qui, au fond, vont évoluer différemment et surtout vont assez vite basculer de cette volonté démocratique exprimée par une jeunesse éduquée vers des mouvements de plus en plus violents, soit qui vont aboutir au pire, donc à Daesh, soit qui, dans un seul cas, à l'autre bout du spectre, en Tunisie, vont réussir à mettre en place des institutions démocratiques. Et la Tunisie est une exception de ce point de vue-là. C'est même, selon certains, une anomalie. Et un auteur jordano-américain, le professeur Safwan Masri de l'Université de Columbia, a écrit un livre qui s'appelle « The Tunisian Anomaly », l'anomalie tunisienne, pensant qu'au fond, ce n'est pas un exemple que les autres peuvent imiter, mais c'est quelque chose qui tire son existence de la particularité de la Tunisie. Alors, je vais peut-être commencer brièvement par vous donner un petit aperçu sur la Tunisie. Qu'est-ce qui fait, selon moi, que la Tunisie, où j'étais il y a encore quelques jours du reste, et nous avons consacré, vous le savez, là, le forum et le même summit de Lugano l'été dernier, la Tunisie était l'invité d'honneur, justement, pour essayer de mettre en lumière ce phénomène. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu en Tunisie une espèce de processus vertueux, de processus démocratique, à l'opposé,
de ce qui s'est passé du côté syrien ou libyen ou autre. La Tunisie est un pays donc, dans lequel vous aviez un dictateur usé et corrompu, Ben Ali, opposé non seulement à des islamistes mis en prison et qui ont subi des tortures et des sévices énormes qui leur ont donné une aura quand ils ont été libérés, mais vous aviez également en fait, sous la chape de plomb de la dictature, une société civile qui s'était construite depuis déjà plusieurs décennies, à la fois avant le protectorat français. La Tunisie est un pays commerçant et un pays qui a tiré de sa capacité, de la situation en Méditerranée, entre l'Ouest et l'Est, entre également l'endroit, et on le sait aujourd'hui parce que c'est là que passent les bateaux de migrants aussi, entre sa proximité entre l'Afrique et l'Europe, à travers la Sicile, donc une position médiatrice qui fait qu'un peuple de commerçants, c'est un peuple qui, évidemment, va favoriser l'étude, le savoir, les langues, etc. Et avec la montée en puissance aussi bien de la France que de l'Italie, qui se disputent d'ailleurs le contrôle sur la Tunisie pendant un certain temps, on va avoir la constitution d'une sorte de classe moyenne urbaine très cosmopolite, très bilingue, plutôt avec un niveau d'éducation supérieur à l'ensemble des autres pays arabes, en tout cas dans la capacité de le répandre à une grande partie de la population, de la classe moyenne. Le protectorat français fera un peu la même chose, et Bourguiba aussi. Et donc cette classe moyenne bilingue se trouve confrontée sous Ben Ali à deux choses. D'abord, le fait que le système est tellement corrompu qu'il n'est plus possible d'obtenir quoi que ce soit, y compris dans le monde du commerce, de la bourgeoisie, etc., sans payer des bakchiches à la famille du président, et notamment à la famille de sa deuxième femme, coiffeuse de son État. Et quand j'étais étudiant à Sciences Po, il y a très longtemps, au siècle passé, j'avais un copain tunisien qui avait beaucoup mieux réussi que moi. Il était devenu un entrepreneur très prospère en Tunisie. Et un jour, j'étais allé le voir sous Ben Ali. Il m'avait reçu dans son coin, chez lui, c'était très beau, au bord de la mer. Donc personne ne pouvait nous écouter, sauf les poissons, mais qui n'ont pas d'oreilles. Et on était deux, parce qu'en Tunisie, sous Ben Ali, quand on était trois, il y avait au moins un flic parmi les trois, voire deux, et peut-être trois d'ailleurs. Donc, mais à deux, c'était mieux. Et il me dit, tu sais, bon, c'est pas marrant d'être racketté par un flic, c'est-à-dire par Ben Ali, mais par une coiffeuse quand même, ça fait beaucoup. Et donc, cette anecdote exprime un peu, si vous voulez, sous un mode plaisant, le ras-le-bol de cette classe moyenne qui, au fond, était prête à lâcher le pouvoir. Et ce phénomène se produit lorsque, à l'automne 2010, l'hiver 2010-2011, des bouleversements se produisent. Parce que qu'est-ce qui fait que les révolutions se déclenchent? Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien. Pourquoi est-ce que la Révolution française a eu lieu en 1789 et pas en 1788 ou en 1790? Les circonstances sociales globales sont les mêmes. Il y a l'aristocratie décadente, la bourgeoisie qui monte, le tiers-état, etc. Mais il y a des adjuvants qui font que c'est ce moment-là. Alors, pour la Révolution française, vous savez qu'il y a toute une théorie, l'école des annales et autres, qui explique que, comme par des conditions climatiques, entre autres, les hivers 80, l'hiver 88-89 est terrible, et même celui d'avant, je crois,
les récoltes sont catastrophiques, des masses de paysans quittent leurs terres et vont se masser dans les faubourgs, qu'on appellerait les banlieues aujourd'hui, ou banlieues en anglais, pour essayer de survivre. Et cette population déracinée va créer une sorte de proto-prolétariat urbain qui formeront les sans-culottes, si vous voulez, et ceux qui vont contribuer à l'effervescence révolutionnaire du fait des conditions climatiques, si vous voulez, de la nécessité de fuir la campagne et de trouver refuge dans les faubourgs. Alors, c'est une thèse qui en vaut une autre, certains l'ont contestée, enfin, je vous donne juste un exemple. En effet, l'été 2010, vous vous en souvenez peut-être, le réchauffement global se traduit par d'immenses incendies dans les plaines céréalières de Russie, d'Australie, etc. Alors, ça a pour conséquence une augmentation significative du prix des céréales. Bon, à Lugano, je ne pense pas que le prix des céréales occupe 90% de votre budget. On ne s'en est pas rendu compte, à Paris non plus. Mais dans les pays où le prix du pain est un élément très important, on s'en rend compte. Et donc, il y a ça. Le pétrole augmente aussi beaucoup cette année-là. Et toute une partie de la petite classe moyenne qui supportait le despotisme parce que, au fond, elle pensait pouvoir s'en sortir, ne voit plus d'espoir. Ça se traduit par beaucoup de suicides par le feu, d'immolations par le feu en Afrique du Nord. Et il y en a une qui va marcher particulièrement, celle de ce garçon qui s'appelle Tarek Bouazizi, dans une petite ville près de Sfax, qui s'appelle Sidi Bouzid. Sfax, c'est une ville commerçante avec des huileries très importantes. Et Sidi Bouzid, c'est le début de la steppe, c'est à la fin des grandes oliveraies qui appartiennent à des Sfaxiens. Et là, vous avez ce jour-là un gars qui est marchand des 4 saisons, qui se fait prendre sa carriole avec sa marchandise par une policière femme qui lui enlève sa balance. Et là, dans la Tunisie corrompue, ça veut dire qu'il doit aller au commissariat chercher sa balance et payer un bakshish. Et alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé parce que les révolutions sont toujours faites de grands récits, vous savez, que les différents acteurs construisent. Certains disent que ceux qui ne sont pas pour la révolution disent qu'il était déjà un peu saoul à ce moment-là, qu'il l'aurait insulté en lui disant « Mesdames, pardonnez ce que je vais dire, avec quoi veux-tu que je pèse mes fruits et légumes avec tes nichons ?» Elle l'aurait giflé, et l'insulte d'un homme se faisant gifler en public par une femme dans un pays arabe aurait été telle qu'il se serait immolé par le feu. Bon, c'est une interprétation. D'autres disent que non seulement elle aurait pris sa balance, mais elle aurait giflé pour montrer le mépris de toute personne portant un uniforme, homme ou femme, pour un va-nu-pied marchand des 4 saisons. On ne le sait pas exactement, et puis après tout, ça n'a pas d'importance. Les récits de mobilisation sont ce qu'ils sont, ce sont des faits sociaux. Et le lendemain, il y a un grand soulèvement qui dépasse le stade d'une jacquerie normale, entre autres choses parce qu'à Sidi Bouzid, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas d'emploi, qui ont fait des associations de diplômés chômeurs et qui vont faire de Bouazizi non pas un marchand des 4 saisons, mais un étudiant diplômé qui n'a pas trouvé de travail. Le pauvre n'avait aucun diplôme, ça ne change rien. Mais du coup, ça va permettre au mouvement de sortir d'une simple jacquerie rurale et de devenir un mouvement qui traverse les classes sociales. Grâce à l'exode rural, les banlieues, les anciens faubourgs du Kram Ouest, de Hayat Tadamoun, des cités populaires autour de Tunis, s'enflamment en soutien. Et puis, la classe moyenne, donc les gens comme mon copain qui en avait marre de se faire racketter par une coiffeuse, s'allient. Et vous avez une alliance de classe sociale entre le peuple, les pauvres, les déshérités, et puis la classe moyenne. Un peu comme en 1848 en Europe, lors des fameux printemps des peuples, où vous aviez les ouvriers du faubourg et les bourgeois des villes qui s'étaient alliés contre Louis-Philippe et le roi Louis-Philippe. Et donc, ce que Karl Marx avait appelé à ce moment-là, dans son étude des mouvements de 1848 en Europe, le moment d'enthousiasme.
où deux groupes sociaux différents s'allient temporairement pour se débarrasser du pouvoir. Après, ils règlent leur compte, bien sûr. Et en Tunisie, il y a un peu ça qui se produit. Je vous passe le détail. Et Ben Ali veut mobiliser la police contre les manifestants. Elle est débordée. Il appelle l'armée. L'armée, dont les officiers appartiennent à ces classes moyennes mécontentes, refuse d'y aller, le mettent dans l'avion et dégage Ben Ali. D'ailleurs, dégage est le slogan de la révolution tunisienne, prononcé à la tunisienne. Dégage, mais en français. Ce qui est intéressant, parce que, au fond, le premier lexique de cette révolution, même pour des jeunes Tunisiens qui ne parlent pas ou plus français, c'est en français que ça va s'exprimer, si vous voulez. Ça ne sera traduit en arabe que bien plus tard en Égypte. Et ce qui est aussi intéressant, parce que ça montre que, d'une certaine manière, dans le lexique politique du soulèvement tunisien, vous avez également un vocabulaire européen, vous voyez, qui indique l'espèce de biculturalité de la révolution tunisienne, beaucoup plus importante que dans les autres pays, et qui sera peut-être aussi l'une des raisons qui lui permettra de s'institutionnaliser. D'accord ? Très brièvement, donc on a un pouvoir qui est d'abord qui passe aux mains des islamistes, entre autres parce que les islamistes sont les seuls à ce moment-là, les gens de Narda, qui sont présents dans toutes les couches de la société. La police disparaît, il n'y a plus d'appareils sécuritaires, il y a un soulèvement des quartiers populaires avec beaucoup de hargne contre la classe moyenne qui a peur, et même les laïcs de la classe moyenne vont favoriser la victoire par Narda, le parti islamiste, aux premières élections qui ont lieu en octobre 2011. Parce que les gens de Narda sont des figures de persécutés, mais aussi parce qu'ils pensent que dans Narda, il y a aussi des bourgeois qui vont pouvoir contrôler les islamistes des quartiers populaires. En fait, ça ne se passe pas très bien, puisqu'ils n'arrivent pas à les contrôler. Au fur et à mesure que se répand le djihad dans l'ensemble des pays concernés, on en parlera dans un instant, ça se produit aussi en Tunisie. Il y a des milliers de Tunisiens qui partent en Syrie faire le djihad, qui reviennent. Il y a des attentats terroristes sanglants et le mouvement islamiste Narda n'apparaît plus en mesure de le contrôler. Et on va voir là une chose qui ne se produit pas par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un quartet fait du syndicat principal des travailleurs, l'UGTT, de la chambre patronale, l'UTICA, des syndicats d'avocats et des défenseurs des droits de l'homme, qui vont imposer le départ du gouvernement Narda et un gouvernement qui chargeait des affaires courantes d'organiser des élections qui, en 2014, apporteront au pouvoir le président actuel, Béji Caïd Sepsi, qui lui est plutôt de formation laïque et bourguibienne, avec son parti, un parti qui va ensuite se scissionner autour d'enjeux de pouvoir, et qui fait que si la Tunisie a aujourd'hui, grâce à tous ces facteurs que j'ai évoqués, réussi à garder une structure démocratique, en même temps, elle est aujourd'hui très fragilisée par les luttes intestines de pouvoir et surtout par une économie qui ne va pas bien, qui est très divisée entre une côte relativement prospère et un hinterland qui ne l'est pas du tout. Et c'est là justement qu'est né le soulèvement à Sidi Bouzid en 2010-2011, vous voyez. Donc on retourne un peu d'une certaine manière à la case départ. Alors, cette exception, cette anomalie tunisienne, c'est elle qui va d'abord inspirer le soulèvement égyptien. Alors l'Égypte, c'est le plus grand pays du monde arabe, 100 millions d'habitants, enfin 101 maintenant, 100 quand nous avons commencé, avec une démographie effrayante, des problèmes énormes liés à celle-ci, de pollution, d'emploi, etc. Et Moubarak, qui était au pouvoir depuis un peu moins longtemps que Ben Ali, donc apparaît comme faillible. Ce qui est intéressant à voir en Égypte, c'est que on est dans une situation différente. L'Égypte est un pays dirigé par des militaires. Ce n'était pas le cas de Ben Ali, qui était un policier. Et par un système qui est une sorte,
qui ressemble un peu à ce qu'on appelait autrefois les mamelouks dans le monde arabe, c'est-à-dire une hiérarchie non héréditaire où la caste des officiers supérieurs promeut l'un d'entre eux comme l'émir pendant le temps de sa vie. Puis, quand il meurt ou quand il est défaillant, ils l'éjectent, ils étranglent ses enfants, généralement, pour éviter que se crée une vraie dynastie, et ils le remplacent par l'un d'entre eux. D'accord ? Et du reste, après la mort de Nasser, ils ont choisi Sadat. Après celle de Sadat, Moubarak. Les enfants Nasser ni les enfants Sadat n'ont joué le moindre rôle. Or, Moubarak, qui a 82 ans en 2011, veut se représenter un 5e mandat, lui aussi, comme Boutef, ou bien mettre son fils à la place. Boutef voulait mettre son frère. La hiérarchie militaire n'est pas favorable à ça. Et au fond, maintenant, on a beaucoup plus d'informations qui nous permettent de comprendre que la hiérarchie militaire a laissé faire les manifestations sur la place Tahrir, que la police avait bloquées, mais eux ont laissé les petites rues ouvertes. Ces grandes manifestations, les militaires les ont vues comme le moyen de se débarrasser de Moubarak. Et du reste, très vite, ils sortent un slogan qui est en arabe Geish ou Sha'ab Id Wahed, c'est-à-dire l'armée et le peuple sont les 5 doigts d'une même main, ou ont une main unique, si vous voulez, voyez, l'armée avec le peuple, etc. Et en réalité, il s'agit pour eux, une fois que Moubarak est dégagé, de contrôler le pouvoir sous l'égide d'un Conseil suprême des forces armées. Mais, très rapidement, d'autres acteurs entrent en place, parmi lesquels les Frères musulmans, qui sont donc l'organisation de l'islam politique la plus ancienne et la plus puissante en Égypte, qui est née en 1928 sur le canal de Suez, et qui, à l'époque de Sadat et surtout de Moubarak, avait constitué une sorte d'État bis en Égypte. Les militaires s'occupaient des relations avec Israël, de l'armement, de la diplomatie, etc. Mais ils avaient complètement abandonné tout le secteur social, incapable d'y faire face avec la croissance démographique monstrueuse et les problèmes posés, et au fond, avaient laissé les dispensaires, les cliniques, les mosquées, les instituts, etc., des frères musulmans, mailler tout le tissu social. Il leur avait donné ses prébendes. En échange, les frères ne touchaient pas au vrai pouvoir politique et le régime fonctionnait un peu sur ses 2 jambes. À partir du moment où le régime est affaibli par le départ de Moubarak, par la manifestation de la place Tahrir, alors les militaires, du coup, ont moins la capacité d'empêcher les frères d'agir. Et dès le 3e jour de la mobilisation, le 28 janvier 2011, les frères musulmans appellent leurs militants à descendre dans la rue. Et là, ça prend une autre ampleur. Il y a beaucoup d'argent qui vient du Qatar, notamment, pour les soutenir. Et les frères disposent aussi d'un relais extraordinaire qui est la chaîne de télévision Al Jazeera, qui est basée au Qatar, qui est sous l'emprise des frères musulmans, et qui va présenter les frères comme, vous le diriez en italien, en vocabulaire gramscien, intellettuali organici de la Révolution, les intellectuels organiques, si vous voulez. Et dans tous les foyers arabes qui regardent Al Jazeera, où il y a un happening permanent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de la place Tahrir, au fond, ceux qui apparaissent comme le groupe qui va cueillir les fruits du soulèvement sont les frères musulmans. Non pas tellement les jeunes révolutionnaires, mais les frères musulmans. Et donc, on a des élections multiples. Les frères vont s'imposer en alliance avec les salafistes. Et en début juillet 2012, c'est le frère musulman Mohamed Morsi qui est élu président de la République d'Égypte. Première élection démocratique. Et toutefois, ces élections, donc l'armée les laisse se passer, mais ils ont d'ores et déjà la conviction qu'ils vont pouvoir
se sert exposer les frères pour pouvoir mieux les détruire et reprendre le pouvoir. J'étais en Égypte en décembre 2011 avec un de mes amis qui est décédé maintenant, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. C'est un grand romancier égyptien qui s'appelait Gamal El-Ritani, G-H-I-T-A-N-I, grec. On était allé dîner chez le chef d'état-major, enfin quelqu'un qui est dans l'état-major, qui était l'intellectuel du Conseil des forces armées, un général, et qui m'avait dit combien est-ce que vous avez, on est collègues, m'avait-il dit. Je dis bon d'accord, et il m'a dit combien avez-vous de doctorats? Je dis un. Il dit ah moi j'en ai 3. Je dis ah bon félicitations. Vous les avez eus, un en Bulgarie, un en Allemagne de l'Est et autre en Union soviétique. Bon, d'accord, très très bien. Bon. Et puis je ne sais pas, c'est parce que bon, la gastronomie s'était arrêtée un peu, et le savoir-vivre à l'époque du roi Farouk. Donc le serveur avait une vieille veste blanche un peu tachée, des coquillages nageaient dans de la béchamel épaisse. Et du coup, et puis cette histoire de 3 doctorats, donc je me dis, le gars est un peu starbé. Et il m'explique, il me dit, c'est très simple, on va laisser les frères gagner, ils sont nuls, et du coup, le peuple va les chasser et va revenir vers nous, qui sommes de bons gestionnaires, très rapidement. Ça avait semblé complètement idiot. Moi, je passais mes journées avec des révolutionnaires en arabe qu'il est interdit d'interdire, qui étaient déjà en train de penser au mariage LGBT dans l'Égypte libertaire de demain, enfin, qui était assez coupé de la réalité par ailleurs. Mais c'était quelque chose de tellement nouveau par rapport à ce que j'avais connu pendant des décennies en Égypte, hein, que bon, ça ne m'a pas semblé. Et puis, j'ai écrit un livre qui racontait mes voyages là-bas, qui s'appelait Passion arabe, qui était trop long, et j'ai coupé ce passage, pensant que c'était vraiment ridicule, enfin, ça n'avait aucun. Et 3 mois plus tard, après la sortie du livre, ce scénario s'est exactement réalisé. Mais pas exactement parce que les gens voulaient trouver que les généraux étaient merveilleux, mais parce que, effectivement, le pouvoir de Morsi est devenu très rapidement dictatorial, et il y a eu une alliance très curieuse entre les révolutionnaires du départ et l'armée pour se débarrasser de Morsi, qui, une fois que le maréchal Sissi est devenu président de l'Égypte, enfin, qui est devenu déjà maréchal puis président, a évidemment mis en prison tous ses opposants. Et donc là, on a une autre configuration par rapport à la Tunisie. On a un pouvoir militaire qui a repris complètement sa puissance et qui, aujourd'hui, si vous voulez, il y avait un petit peu de liberté d'expression sous Moubarak, c'est complètement terminé aujourd'hui. Hein. L'Égypte est un pays totalement verrouillé. Troisième cas assez frappant. Alors, en Égypte, vous avez aussi des mouvements islamistes, mais ils n'ont pas été très puissants, des mouvements islamistes radicaux. Troisième cas, plus proche de nous et du monde italophone, la Libye. La Libye, donc, il a encore suscite beaucoup d'enthousiasme, mais le régime kadhafiste est tellement puissant militairement et a tellement cassé la société, divisée en tribus, qu'il ne peut pas tomber tout seul. Les premiers soulèvements commencent à Benghazi, la capitale donc de la Cyrénaïque, à l'est de la Libye, et les forces du régime sont chassées, et Kadhafi, depuis Tripoli, donc sur la fameuse route numéro 1 de Mussolini, envoie des colonnes de chars qui vont faire 1000 km et qui vont ensuite réduire l'insurrection à Benghazi. Et j'étais allé à Tripoli juste après la chute de Kadhafi, mais il était toujours là, on ne savait pas où il était à l'époque, les gens avaient peur de lui. Et puis il y avait les ministres changeaient tout le temps. Un des ministres, j'étais avec une délégation d'hommes d'affaires français qui étaient convaincus que comme Sarkozy avait joué un rôle important dans la chute de Libye, ils allaient pouvoir vendre des Peugeot, des Rafales, je ne sais trop quoi. Bon. Et après, les Allemands étaient arrivés, qui avaient vendu des Mercedes, étaient beaucoup mieux accueillis que nous, même s'ils n'avaient rien fait. Et donc, l'un d'eux monte sur la tribune. C'était un frère musulman de Benghazi, qui avait passé sa vie en exil aux États-Unis et qui, avec le début du soulèvement, s'est acheté un costume de chasse
à Seattle et qui est revenu chez lui pour le soulèvement. Et puis, ça n'allait pas. La colonne de chars arrivait et il monte sur le toit de sa maison à Benghazi. Il voit le nuage de poussière et il nous dit, voilà, je me suis mis à prier parce que ça allait être affreux. Ils allaient tous nous tuer, violer nos sœurs et nos femmes, etc. Et puis, dit-il, dans le ciel, dit-il, je vois quelque chose qui brille. Comme c'est un frère musulman très pieux, il croyait que c'était la volonté divine. C'était les rafales français et les tornados anglais, et qui tout d'un coup, ce qu'on appellerait en arabe darbat sarko, c'est-à-dire la frappe de Sarkozy, et tout d'un coup, le nuage de poussière se transforme en une colonne de feu, et hamdoulillah, etc. Et alors les entrepreneurs français étaient très contents d'entendre ça, ils pensaient que ça allait se traduire des contrats, rien du tout. Et en fait, c'est une grosse polémique aujourd'hui. Et Macron, quand il était à Tunis l'année dernière en visite d'État, a beaucoup insisté sur l'erreur politique qu'il y avait à détruire le régime sans prévoir véritablement d'accompagnement politique. Et en fait, en détruisant le système kadhafiste, qui bien sûr n'était pas un régime très sympathique, on a ouvert la voie à ce qui était déjà une société complètement désagrégée en termes tribal, où les différentes tribus et factions se sont battues pour le contrôle de la rente pétrolière. La Libye, comme vous le savez, est un gros producteur d'hydrocarbures légers, donc excellents, très peu raffinables, tout près des marchés. Et Eni, en Italie, le savait bien, c'était eux qui avaient quand même une assez grande influence. Et le conflit franco-italien aujourd'hui est dû à de multiples choses, mais aussi au fait que c'est Total contre Eni en Libye, il ne faut pas se le cacher. Et donc, tout ça s'est traduit par une fragmentation du pays avec les tribus et les djihadistes qui sont entrés dans le jeu tribal. Vous voyez ? Donc là, on est très loin du printemps de Tripoli du départ, avec le massacre des démocrates, d'ailleurs, par les islamistes. Donc vous voyez comment la transformation des structures va amener le passage de cette revendication démocratique du départ à une situation de violence. On a jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8 heures ou jusqu'à 7h30? C'est 8 heures, ça, hein? Encore une demi-heure. Oui, parce que là, j'étais embêté, parce que j'avais vraiment pas fini. Bon, alors, donc, voilà, dans ces trois pays, des pays relativement homogènes, religieusement, vous avez une exception, la Tunisie, pour des raisons sociales, culturelles, un retour au régime mamelouk originel, l'Égypte, et la fragmentation tribalo-pétrolière en Libye, d'accord, qui font que les idéaux de départ sont abandonnés, entre autres parce que cette classe de jeunes étudiants et autres qui manifestaient était beaucoup trop superficielle pour pouvoir tenir longtemps face à des forces profondes. Cette réflexion, on peut se la faire éventuellement pour se demander ce qui va se passer en Algérie aujourd'hui, où on a l'impression que du coup, on a de nouveau les jeunes étudiants qui manifestent pour la liberté. Alors, ils ont obtenu que Bouteflika soit poussé sur le côté, un peu comme Moubarak avait été poussé sur le côté par une partie de l'armée. Et puis, là, vous avez vu que le chef d'état-major a dit non, il faut le démettre, il faut qu'il y ait des élections. Ils ne veulent pas que le clan du frère qui avait poussé Boutef sur le côté pour conserver le pouvoir conserve le pouvoir. Et on voit bien comment le conflit entre les différentes factions de l'état-major algérien, dans un contexte de baisse du pétrole, d'épuisement du modèle rentier, est quelque chose qui, aujourd'hui, va probablement peser beaucoup sur l'évolution des manifestations et du soulèvement en Algérie. Vous voyez, on voit bien que d'un côté, on a les jeunes qui manifestent pour la démocratie, mais que derrière, il y a d'autres forces
qui sont là actives pour le pouvoir, pour la manipulation. On n'a pas encore vu les islamistes descendre dans la rue, mais ça ne devrait pas tarder, etc. Vous voyez, donc on est dans une expectative, et pour comprendre ce qui se passe en Algérie, c'est bien aussi de le comparer avec ce qu'on a vu dans le passé, notamment, me semble-t-il, en Égypte. Alors, maintenant, pour ce qui est des pays qui sont sur le côté asiatique. Là, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Bahreïn, un pays majoritairement chiite, avec un gouvernement sunnite, et un mois à peine après le début du soulèvement, alors c'est un peu sur le modèle de la place Tahrir, c'est-à-dire c'est une place qui est du Caire, ça s'appelle la place de la Perle, à Manama, la capitale du Bahreïn, où vous avez tous les jours des gens qui tournent. Un lundi, un commando expéditionnaire fait des forces du Conseil de coopération du Golfe, des chars saoudiens, des forces de police et parachutistes émiratis et des Qataris, qui à l'époque étaient alliés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, traverse le pont qui sépare l'Arabie saoudite du Bahreïn et met fin au soulèvement. Alors un lundi, c'est très, très important pour retenir cette date, ça ne pouvait pas être un mercredi. Pourquoi? Parce que ce pont, donc, qui en principe s'appelle le pont du roi Fahd, du nom de celui qui l'a fait construire, est surtout connu dans la région sous le sobriquet de pont Johnny Walker, puisque Bahreïn est un pays dans lequel l'alcool est en vente relativement libre, où la prostitution est florissante, et où donc c'était à l'époque jeudi, vendredi, le week-end saoudien, à partir du mercredi soir, vous avez des embouteillages énormes de Saoudiens qui allaient en goguette passer le week-end à Bahreïn. Donc il aurait été impossible que l'invasion ait lieu un mercredi ou un jeudi à cause des embouteillages monstrueux sur ce pont, et peut-être que certains des tankistes auraient laissé leurs chars au milieu pour aller là où ils avaient leurs habitudes. Donc c'est un lundi, c'est une chose à se rappeler très précisément. Et c'est intéressant parce que les islamistes et autres, le Cheikh Kardawi et quelques autres, disent mais au fond, Bahreïn, de toute façon, ce n'est pas une révolution. Comme c'est des chiites, ce sont les Iraniens qui sont derrière et qui voulaient en fait s'emparer de ce mouvement pour faire de Bahreïn une sorte de porte-avions iranien ancré sur les champs pétrolifères saoudiens et qataris. Bon, exit le Bahreïn comme mouvement insurrectionnel. Au Yémen, maintenant, on a une population, vous avez dans le livre, vous avez des cartes qui vous permettent de voir tout ça, une population divisée en gros entre deux types de confession et de géographie. D'abord des hautes montagnes, traditionnellement le refuge des sectes et des dissidents, partout dans le monde, mais dans la région aussi, et où il y a un groupe qui s'appelle les Zaydites, qui sont des chiites, disons, assez soft, si je puis dire. Tellement soft qu'ils priaient dans la même mosquée que les gens de la plaine, les sunnites chafiites, également assez soft. Et c'est le soulèvement et l'utilisation, la prise en otage du soulèvement par le conflit entre Saoudiens et Iraniens qui va transformer ces gens qui ne se battaient pas plus que les catholiques et les protestants dans la France du XXIe siècle en des ennemis farouches revenant quasiment aux guerres de religion de l'amiral de Coligny et du duc de Guise. Et donc, là, on a quelque chose de très intéressant aussi. Là encore, un mouvement au départ très populaire, démocratique, qui dure longtemps, avec des jeunes qui occupent les places sous la tente. Ça a duré très longtemps. Et je me souviens avec mon ami Gilles Gauthier, qui est un très bon arabisant et qui était ambassadeur de France au Yémen, justement, c'est le traducteur en français du livre de Ala El-Aswani, L'immeuble Yacoubian,
Donc, comme on était allé en Égypte et ailleurs, on faisait des meetings. On était invités, quand on parlait arabe tous les deux, on racontait les autres révolutions. Ça avait un côté Woodstock, si vous voulez, tout à fait étonnant, avec des mélanges de femmes voilées, de gauchistes. Enfin, c'était une ambiance assez Yukaïdi-Yukaïda, si vous voulez. Oui. Et tout ça ensuite a été pris en otage par la violence interconfessionnelle, et les Saoudiens et les Iraniens s'en sont mêlés. Les Iraniens ont favorisé l'émergence chez les Zaïdites d'un groupe extrêmement radical qui s'appelle les Houthis, très anti-saoudiens, et les Saoudiens, eux, ont favorisé le développement de groupes plutôt sunnites qui ont transformé la question yéménite en une guerre civile aujourd'hui terrible, avec les bombardements saoudiens qui font des milliers et des milliers de morts. Et les Émirats arabes unis, qui sont les alliés de l'Arabie dans ce cas-là, et vous avez aussi la carte qui est très intéressante dans le livre, qui en ont profité pour construire un empire maritime, conquérir en fait la zone côtière du Yémen, du sud, qui était autrefois indépendante, qui était la République socialiste pro-soviétique du sud du Yémen, et construire là des espèces de comptoirs, un peu comme une république maritime de Venise, si vous voulez, qui se construit des comptoirs sur différentes routes. Alors, donc tout cela, évidemment, ce sont des différentes configurations, mais qui nous conduisent surtout à la chose la plus terrible qui est sortie de ces révolutions arabes, qui est la Syrie et l'Irak, c'est-à-dire la création de Daesh, donc qui est territorialement finie depuis la semaine dernière, mais pas finie en général. En Syrie, là encore, au départ, on a des soulèvements démocratiques, non pas tant contre le régime alaouite de Bachar al-Assad, pour son caractère minoritaire, mais contre son caractère antidémocratique. Et puis, contrairement à ce qui s'est passé dans les autres pays, il n'y a pas un isolement du pouvoir par rapport à l'ensemble de la société, mais il y a très vite une fragmentation politique qui traduit la fragmentation confessionnelle. C'est-à-dire que, par exemple en Égypte, l'armée, toute catégorie confondue, avait lâché Moubarak. En Syrie, l'infanterie qui est sunnite déserte massivement, mais les alaouites, c'est-à-dire la confession du président minoritaire, mais qui occupe l'aviation, les blindés, les chars et le renseignement, reste très fidèle au président. Pourquoi ? Parce qu'elle est convaincue que si soulèvement il y a, les alaouites seront tous massacrés par la majorité sunnite. Et c'est ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que très vite le conflit se confessionnalise à l'extrême, se transforme en une guerre civile qui elle-même va devenir très vite un djihad entre sunnites et chiites, et entre sunnites eux-mêmes, avec des massacres des différents groupes qui vont apparaître. D'autant plus que le conflit syrien est également pénétré de l'intérieur par ce qui se passe en Irak. Dans l'Irak voisin, donc il n'y a pas eu de soulèvement arabe à proprement parler, mais il y a eu, après l'invasion américaine de 2003, une guerre civile fomentée par Al-Qaïda, qui avait pour objectif de soulever les sunnites irakiens, qui sont une minorité, environ 25-30% de la population, contre l'invasion américaine. Et le problème, c'était que les États-Unis, donc, ça leur a coûté très cher, hein, cette invasion. À l'époque, j'allais souvent aux États-Unis, et vous aviez dans le New York Times, tous les jours, il y avait Today, Private John something, Oklahoma, 25 ans est mort, Second Lieutenant Andrew, ou bien une femme de Wisconsin ou Ohio, etc. Avec une pression insupportable sur nos démocraties ne supportent plus que nos soldats meurent, si vous voulez. Ça a atteint son paroxysme évidemment en Israël, où l'Iran tient sous la menace de ses missiles les Israéliens, et où le Hamas aujourd'hui, et ça, que 10 Israéliens meurent, ça a un poids énorme et ingérable politiquement pour le pouvoir israélien.
Et ça permet d'éviter, par exemple, aux Iraniens de se faire bombarder par les Américains. Les Américains ont une centaine d'avions militaires basés au Qatar, à Al-Udeid. Sur une décision de Trump, ces avions peuvent décoller et vitrifier Téhéran. Mais ça veut dire qu'au même moment, vous aurez une pluie de missiles qui va s'abattre sur Israël, venant du Hamas, venant de Syrie, etc. Et que même si les pertes seront 100 fois plus élevées du côté iranien, le pouvoir iranien peut supporter énormément de pertes, alors qu'en Israël, ça serait évidemment quelque chose d'insupportable pour le pouvoir, pour les États-Unis. Vous voyez ? Donc vous avez cette différence dans l'efficience de la dissuasion, qui est quelque chose qui est très important à prendre en considération aussi. Donc, en Irak, les États-Unis sont bien saignés par le soulèvement sunnite, jusqu'à ce que la majorité chiite du pays, soutenue par l'Iran derrière, pourtant ennemi des États-Unis, en termine avec l'insurrection sunnite. Et en fait, les néoconservateurs américains, c'est la ruse de l'histoire, hein, comme aurait dit Hegel, ont livré l'Irak à leurs pires ennemis, c'est-à-dire les Iraniens chiites de Khomeini, qui aujourd'hui sont la force dominante en Irak. Mais vous avez quand même des sunnites en Irak, qui, du fait de la débilitation de divers pouvoirs chiites, et surtout celui de M. Maleki, vont fomenter une insurrection dans laquelle se mélangent à la fois des djihadistes radicaux, hein, je raconte ça en détail dans le livre, et les anciens ba'assistes, les officiers du renseignement de Saddam Hussein, dont la plupart sont sunnites, qui n'étaient pas particulièrement religieux, mais qui voient, en s'alliant avec les djihadistes, une manière de regagner le pouvoir que les chiites leur ont pris. Et ça va se traduire par la chute de Mossoul, en juin 2014, aux mains de djihadistes qui sont encadrés par des anciens officiers de Saddam Hussein, qui savent conduire les chars, qui piquent tout l'armement que les Américains avaient laissé là un peu imprudemment, et qui vont du coup ensuite pénétrer, à la fois descendre jusqu'à Bagdad, à travers tout ce qu'on appelle le triangle sunnite à l'ouest de l'Irak, mais qui vont aussi pénétrer en Syrie où ils ont infiltré les rangs du soulèvement, en particulier à travers un mouvement qui s'appelle Daesh. L'État, c'est l'acronyme en arabe, il veut dire Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant, et qui vont établir donc une espèce d'État califal post-millénariste à cheval sur la frontière Sykes-Picot, une sorte de Sunnistan qui va de Mossoul et du Kurdistan à l'est jusqu'au faubourg d'Alep à l'ouest et qui descendra jusqu'à Palmyre. Vous voyez ? Et ça, c'est effectivement quelque chose de particulièrement frappant. Le califat, donc la restauration de l'islam originel dans l'esprit des gens de Daesh sur terre, est annoncé le 29 juin 2014, c'est le jour de la fin du Ramadan, une date très symbolique, et par le porte-parole du califat, le calife autoproclamé, un certain Abou Bakr el-Baghdadi, ira prêcher dans la grande mosquée de Mossoul le vendredi suivant, le 4 juillet, et le jour même du 29 est diffusé à fin d'édification des musulmans du monde une vidéo tout à fait étonnante où donc le califat est des deux côtés de l'ancienne frontière Sykes-Picot, qui était donc la ligne tracée par Lord Sykes, le secrétaire au Foreign Office britannique, et Georges Picot, le ministre des Affaires étrangères français, en 1916, pour départager dans les dépouilles de l'Empire ottoman qui serait vaincu la zone d'influence française, ce qui sera les mandats français sur la Syrie et le Liban, le mandat de la Société des Nations, et d'autre part les mandats britanniques sur la Palestine, la Transjordanie à l'époque, puis l'Irak. Et
Et dans le vocabulaire nationaliste, pas seulement islamique, hein, mais arabe du Moyen-Orient, la frontière Sykes-Picot, c'était le symbole des manipulations néocolonialistes, enfin, colonialistes, etc. Mais les élites au pouvoir dans ces pays, les régimes baassistes, etc., ou nationalistes, avaient conservé ces frontières pour faire leurs États à l'abri de ces frontières coloniales. Oui. Or, que se passe-t-il le 29 juin 2014 ? Une vidéo est tournée où l'on voit un djihadiste chilien, d'origine palestinienne, mais chilien, pour montrer que le califat est international, au volant d'un bulldozer qui détruit la casemate du poste frontière irako-syrien. Il n'y a plus d'Irak et de Syrie. Il n'y a plus qu'un califat qui s'étend des deux côtés, et c'est le califat qui, enthousiasmant les musulmans et leur rendant leur rêve originel, détruit les séquelles du colonialisme, c'est-à-dire la ligne Sykes-Picot. Et donc se met en place, à cheval sur la Syrie et l'Irak, cette espèce de califat qui est dans une logique, comme j'ai dit tout à l'heure, post-millénariste, qui est la restauration de l'islam véritable sur la terre, hein, dans l'esprit de ceux qui l'ont mis en œuvre. Alors, ce califat, il intéresse beaucoup de monde. D'abord, il intéresse bien Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, un peu comme ça avait été le cas en Algérie pendant les années du djihad entre 92 et 97, hein, dont on a déjà parlé. Déjà, c'était des conseillers russes, hein, comme en Syrie, et pour les généraux algériens. Et les méthodes de contre-insurrection de l'académie militaire de Frunze, en Union soviétique puis en Russie, consistent à mettre en œuvre une sorte de division des rangs. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'émergence des plus radicaux qui se battront avec les moins radicaux. Ça va diviser les rangs des opposants et comme ça, tout en ayant diabolisé les opposants, on va gagner. En Algérie, en 92, avec la chute, avec l'interruption du processus électoral qui allait être gagné par le Front islamique du salut, il y a un soulèvement qui est dirigé par ce qu'on appelait à l'époque l'armée islamique du salut, c'est-à-dire le bras armé du FIS, du Front islamique du salut. Mais très vite apparaissent en dissidence du FIS ce qu'on appelle les GIA, les groupes islamiques armés, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, tout ça, beaucoup plus radicaux et qui se battent au moins autant contre l'AIS que contre l'armée. Ce qui fait qu'assez rapidement, ils seront soupçonnés d'être manipulés par ceux-ci contre ceux-là. Et de fait, c'est les luttes intestines à l'intérieur de la rébellion algérienne, avec en plus le débordement sur la France, etc., qui aboutiront à la victoire finale des militaires sur les islamistes, qui offriront finalement le pouvoir à Bouteflika en 1999. Période qui vient de s'achever également cette semaine. En Syrie, Bachar el-Assad, confronté à ces manifestations, au développement de la rébellion, l'armée syrienne libre, etc., libère à partir de l'automne 2011 tous les plus méchants djihadistes des prisons syriennes, qui sont donc tout à fait libres d'aller rejoindre les rangs de la rébellion et surtout de se battre entre eux. Et il n'y a pas d'attaque particulière du régime Assad contre Daesh, qui va conquérir une partie de l'Est syrien avec l'aide des djihadistes qui viennent de l'Irak, qui ont passé la frontière à partir de 2012-2013. Et le régime Assad achète même son pétrole à Daesh, qui ont récupéré les puits. C'est une chose tout à fait curieuse. Pour Assad et pour les Russes qui le soutiennent, Daesh, c'est pas mal parce qu'il y a un méchant qui est encore plus méchant qu'Assad, c'est Daesh. Vous vous souvenez, en Occident, Hollande en particulier expliquait que le régime Assad était horrible, il fallait le renverser très vite, c'était un dictateur monstrueux. Et au fond, les généraux algériens non plus n'avaient pas vraiment la cote au début de l'interruption de la guerre, du processus électoral. Mais en gros, leur idée, c'était de dire, bon, on n'est peut-être pas terrible, mais il y a bien pire. Et l'autre, en plus, il fait des attentats chez vous. Donc, entre deux mots, choisissez le moindre. Hein. Et donc, on a cette situation où, au fond, le régime syrien et les Iraniens
et les Russes ne sont pas mécontents qu'il y ait Daesh. Et du reste, en 2015, vu l'ampleur du terrorisme, ça sera l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris, des attentats partout, des djihadistes qui viennent d'Europe. Tous les pays européens sont très désemparés par l'histoire de Daesh. Et est signé le 14 juillet 2015 un traité qui s'appelle le JCPOA, le Joint Common Plan of Action, qui permet à l'Iran de réintégrer, sous l'égide d'Obama à l'époque, le concert des nations. On peut de nouveau faire du commerce avec l'Iran, il n'y a plus d'embargo. Et en contrepartie, l'Iran, la Russie et autres se réunissent dans une nouvelle guerre contre la terreur qui a Daesh pour objet. Ça, les Russes trouvent ça très très bien. Et du reste, ils envoient, pour y contribuer, à l'automne 2015, leur aviation militaire à Hmeimin, une petite base, enfin une base correcte, près de Latakia en Syrie, en pays alawite. Et leur contribution à la guerre contre la terreur, ce sera de bombarder d'abord et avant tout tous les rebelles soutenus par les Occidentaux, l'armée syrienne libre, etc., alors que les Occidentaux, eux, se concentrent sur Daesh, qui, du coup, fait des attentats de plus en plus sanglants. Ce sera l'attentat du 13 novembre à Paris, au Bataclan et au Stade de France, les attentats ensuite à Nice l'année suivante, etc. Et du coup, finalement, les Russes et les Iraniens prennent l'ascendant là-dessus, parce que ceux qui aimaient bien Daesh aussi, c'était un certain nombre d'États du Golfe, qui, même si Daesh était très, très extrémiste, au fond, leur paraissait lutter contre la mainmise iranienne sur le Levant. Vous voyez, l'alliance entre Assad et Khamenei, par exemple. Et ce qui fait vous aviez de très gros financements. Daesh était extrêmement riche. En plus, Daesh contrôlait une région très riche en pétrole. C'est l'organisation terroriste la plus riche de l'histoire de l'humanité. Puis d'autres aimaient bien Daesh. La Turquie, finalement, achetait du pétrole pas cher à travers la frontière, faisait un gros business transfrontière, etc. Et les choses ont commencé à se retourner un peu à partir de 2016, quand l'exaspération occidentale contre Daesh a été ce qu'elle a été, et 2016, c'est le début de la reconquête de Mossoul par l'armée irakienne, avec l'Iran derrière, et ensuite ça aboutira en 2017, en octobre 2017, par la chute de Raqqa. Et avec la chute des deux capitales, le Rio de Janeiro et le Brasilia, si vous voulez, de Daesh, respectivement pour Mossoul et pour Raqqa, la machine à terreur de Daesh va devenir de moins en moins efficace. La plupart des attentats, par exemple en Europe, étaient coordonnés depuis Raqqa. Les condamnations, moi-même j'avais été condamné 3 fois à mort par les dirigeants de Daesh, et c'était mis en œuvre par un Algérien de Roanne, qui était originaire d'Oran, et qui était parti en Syrie, qui était éducateur social, payé par mes impôts, et qui avait créé un groupe de rap qui s'appelait l'Oranais, parce que Oranais, Roanais, c'est faire une métathèse, donc c'était... et qui s'était rendu célèbre déjà en égorgeant des chiites à Raqqa, en combinaison orange de prisonniers, et c'était un spectacle horrible où il était là en train les malheureux de les égorger du sang partout, et il s'était mis à rapper ensuite « Ouais, François Hollande, si tu ne vas pas convertir en l'islam, ça va se passer dans les rues de France, Hamdoullah ». Spectacle assez terrifiant, et qui ensuite avait mis en place, organisé l'assassinat des policiers, d'un couple de policiers à Magnanville, dans les Yvelines. Les malheureux, ça avait été particulièrement horrible parce que l'enfant avait été tué sous les yeux de sa mère, enfin la mère a tué sous les yeux de son enfant, pardon, après le père, et en même temps, l'imbécile qui les avait tués qui sortait de prison, qui avait été radicalisé encore plus en prison. Le système pénitentiaire, c'est un peu l'école normale supérieure ou l'école nationale d'administration du djihad, hein.
Et il avait fait une vidéo sur Facebook Live. La police entourait la maison où il était, dans un des policiers. Et il avait dit, ouais, mes frères, je suis un martyr, je vais mourir, il faut faire comme moi. Il faut que vous tuiez tous les journalistes. C'est des salauds. Et d'abord, surtout, Gilles Kipel. Alors ça, moi, je veux bien subir le martyr comme universitaire, mais comme journaliste, quand même, excusez du peu. J'ai rien contre les journalistes, hein, mais chacun son métier. Fait toutes ses études, ses diplômes, fait diriger toutes ses thèses et trouver assassiné comme universitaire, c'est quand même fort de café. Et ensuite, du coup, je me suis retrouvé sous protection avec d'autres, qui étaient des vrais journalistes pour le coup, sous protection policière pendant 1 an et demi, ce qui n'était pas très drôle parce que les basses personnalités comme moi en France, on les met dans des petites voitures toutes cassées. J'avais des 307 qui n'avaient plus d'amortisseur, et avec parfois des gardes du corps très grands, avec des tout petits torses, donc avec très longues jambes, donc poussés en arrière comme ça. Des policiers qui conduisaient en seconde pour pouvoir accélérer. Donc ça m'a donné des sciatiques épouvantables. Vous vous souvenez peut-être l'année dernière, j'étais encore sous protection. Un jour, je suis arrivé comme ça, j'ai appris un mot en italien, la cattedra a rotelle. Et Fede, qui n'est pas là, non, elle est partie. Où est-ce que est Fede? Ah, elle est là, c'est la malheureuse, oui, je rends hommage. Fede m'a poussé sur la chaise roulante pour me faire cours dans l'amphithéâtre, tellement c'était épouvantable. Et en fait, ensuite, ils ont fait d'autres attentats organisés. Par exemple, c'est eux qui ont coordonné l'assassinat du père Jacques Hamel dans l'église à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, en faisant venir un gars qui était en Alsace, enfin dans les Alpes plutôt, à Annecy jusqu'en Normandie, à travers du covoiturage, donc des choses tout à fait étonnantes. Puis qui a un peu mort d'une certaine manière de ses excès, puisque ce Rachid Kassem donc, a organisé le 4 septembre 2016 le premier attentat féminin. Donc il avait des femmes avec lesquelles il communiquait par de messagerie Telegram, et il voulait, c'est toujours dans cette logique millénariste, enfin post-millénariste, il s'estimait que les hommes n'étaient pas assez courageux, et qu'il fallait que les femmes donnent l'exemple pour faire honte aux hommes. Donc, il avait organisé un attentat où 2 filles qui ne se connaissaient pas, dont l'une d'ailleurs croyait qu'elle allait rejoindre un djihadiste homme, qui était en fait un djihadiste femme, qui s'était fait passer pour un homme, donc qui était la fille, cette djihadiste probablement lesbienne d'ailleurs, qui était la fille d'un chauffeur de car salafiste de la banlieue parisienne, qui ne savait pas conduire, donc avait suivi les instructions de Rachid Kassem. L'idée, c'était prendre une voiture, mettre des bonbonnes de but à gaz dedans, prendre une couverture, l'imbiber d'essence, se garer dans un lieu passant, mettre le feu à la couverture et boum. Et donc, c'est ce que ces 2 filles avaient fait. Elles étaient allées prendre la vieille 607 diesel Peugeot du chauffeur de bus salafiste. La fille ne savait pas conduire, c'est l'autre qui avait conduit. Elle portait le joli prénom italien de Ornella, puisqu'elle était née à l'époque où Ornella Muti était un sexe symbole absolu. Et peut-être une famille de convertis, elle convertit. Et donc, elles arrivent, elles conduisent, et bon, puis elles font le plein de diesel, hein, puisque c'était une voiture diesel. Et donc, ce jour-là, le diesel a sauvé la France. Le diesel dont on dit beaucoup de mal et qui a, entre autres, été la cause du soulèvement des Gilets jaunes, nous a sauvés, puisque, donc, elles ont imbibé la couverture de diesel. Moi, je ne savais pas à l'époque. Hein, et elles ont essayé d'allumer Elisabeth, mais le diesel n'est pas inflammable. Donc, ça n'a pas sauté. Et du coup, nous avons été... Après, elles se sont battues, puis la police les a arrêtées. Elles se sont tout de suite mises à table, elles ont parlé. Et tout le monde a... c'est ainsi que les derniers réseaux ont été démantelés en France, y compris ceux qui avaient fait allégeance, qui étaient prêts à... C'est une histoire très intéressante parce que, d'une certaine manière, c'est la projection du millénarisme qui devient fou et qui détruit l'économie politique de Daesh, oui, du califat islamique. Et donc ensuite, du reste, il a été puni par les gens du calife, ce gars, qui lui ont
qui l'ont chassé des opérations extérieures, parce qu'ils ont considéré qu'il était la cause, d'une part, que la police a arrêté tout le monde, puis d'autre part, pour les plus rigoristes d'entre eux, dans le califat, les femmes, elles avaient une fonction bien précise. Elles étaient des reproductrices. Et il n'était pas question qu'elles sortent de leur rôle et qu'elles aillent faire des attentats, parce que, pardonnez-moi de mon machisme, elles n'étaient pas très capables. Elles ne savaient pas que le diesel, remarquez, moi, je n'aurais pas su non plus, le diesel n'était pas inflammable. Et aussi, quand elles ont été arrêtées, elles ont été touchées, saisies par des policiers, par les mains impies, impures de policiers non musulmans, qui ont attenté à leur pudeur. Et ça, c'était un crime pire que tout, si vous voulez. Et donc, le gars a été puni, et à ce moment-là, on a cru qu'on était tranquille, parce que la rumeur de sa mort s'est répandue. Et il a fait diffuser son testament en ligne, et qui disait, Hamdoullah, j'étais un peu vexé, il ne m'a pas du tout parlé de moi dans le testament. Bon. Et oui, mais mes frères, en fait, si vous entendez ça, Hamdoullah, c'est que je suis déjà au paradis, priez pour moi, Hamdoullah. Mais je voudrais dire que l'État islamique, c'est pas ça. Les chefs, ils vont derrière plutôt que devant. Et puis, ceux qui sont compétents, sous-entendu moi, on me fait faire autre chose. Et donc, on sentait déjà qu'il y avait aussi quelque chose qui était en train de se fracturer, vous voyez, à l'intérieur de la logique de l'État islamique. Et en fait, c'était une ruse, parce qu'il n'était pas mort. Il avait fait ça pour qu'on croie qu'il était mort. Il a été finalement tué par les Américains. Les Français, à l'époque où le porte-avions Charles de Gaulle était juste devant, l'avaient repéré, mais il ne se baladait toujours qu'avec des tripotés de femmes et d'enfants autour de lui, et la République, toujours soucieuse de sauvegarder les droits de l'homme, ne tirait pas. Les États-Unis, eux, n'en avaient rien à foutre, et ont tiré dans le tas, ont tué tout le monde. Ça a été le premier moment où j'ai vraiment ressenti de la sympathie pour le président Trump. Mais ça restera entre nous. Je sais que les Suisses sont discrets. Donc voilà à peu près comment on a abouti à cette situation, si vous voulez. J'ai quand même réussi à tenir en 1h30 de soulèvement tunisien à la fin de Daesh et à Barouz. Je suis assez fier de moi. Comment on a abouti de l'un à l'autre, vous voyez. Alors, je suis allé un peu vite, mais vous avez le livre pour vous en imprégner doucement si vous voulez. Et ceci n'est pas de la publicité, bien sûr. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour son. C'est un prisme à travers lequel déchiffrer l'Algérie, par exemple. Et pas sûr que ça évolue comme ça. Chaque révolution est particulière, mais ça permet de remettre un petit peu en perspective la question algérienne qui se passe donc en ce moment. Voilà. Donc, je vois qu'il est 19h59, donc j'ai 30 secondes pour prendre une question, et après, est-ce qu'il y a une question, un commentaire, une remarque, une fatwa? Chiara, non c'è fatwa. J'ai une bête curiosité, c'est le Liban. Oui. Alors le Liban, comme vous avez vu, et surtout aujourd'hui, la force dominante, c'est le Hezbollah au Liban. Et le Liban était utilisé aussi par les Iraniens pour envoyer des missiles sur Israël. D'accord ? La dernière fois qu'il y a eu ça, les Israéliens, lors de la guerre dite des 33 jours, vous vous souvenez, avaient crapahuté au sud Liban pour essayer de lutter contre le Hezbollah, avaient perdu énormément de soldats, etc. Et puis, il y a eu des élections l'année dernière où le Hezbollah est arrivé plus ou moins en tête, disons. Quel est le pays qui a le plus célébré la victoire du Hezbollah, qui a dit oui, ils ont gagné, vraiment c'est eux qui ont gagné? Israël. Pourquoi? Quelle était la conséquence? Bravo, vous avez gagné. Au fait, si jamais il y a une fléchette qui part avec une sarbacane au-dessus de la frontière, on va plus casser les pieds à crapahuter dans la boue, on bombarde directement Beyrouth. D'accord? Et depuis, il faut dire qu'il n'y a pas une fléchette qui est passée. Et il ne bombarde que depuis la Syrie. Mais le Liban est aujourd'hui très largement l'otage des enjeux régionaux, si vous voulez. Alors, c'est encore un pays où on peut relativement s'exprimer. J'ai été présenter ce livre
au Salon du Livre de Beyrouth, Salon du Livre francophone de Beyrouth, je ne sais plus quand, quel mois. C'est en novembre, c'est ça, où on était tous ensemble. Et j'ai pu en parler assez librement. On peut s'exprimer contre l'Iran, d'ailleurs, si on le souhaite. Hein. Bon, c'est périls, mais on fait mais le pays lui-même aujourd'hui n'a plus beaucoup de ressources, si vous voulez. Et paradoxalement, le conflit entre sunnites et chiites est tel que les chrétiens, qui étaient complètement marginalisés, qui apparaissaient comme les vaincus de la guerre civile, finalement, aujourd'hui, ont retrouvé une centralité. Tout le monde se les dispute. Il y a les chrétiens sunnites et les chrétiens chiites. Et au fond, si le Liban tient le coup, c'est précisément parce qu'il y a les chrétiens qui ont la chance de n'être ni sunnites ni chiites. S'il n'y avait pas les chrétiens au Liban, les sunnites et les chiites se seraient complètement exterminés. Donc c'est une conclusion paradoxale, si vous voulez, de la situation. Voilà, je crois que nous avons un dîner avec le recteur. Il est 20h02. Je ne pourrai garder que quelques secondes pour signer des livres à ceux qui en veulent, mais sinon on se retrouve...